Du coup, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Adèle de Baudouin et je vais vous présenter donc mon travail de thèse à l'interface entre écoacoustique et électroacoustique, entre recherche et création. Donc, c'est une thèse qui a été soutenue l'année dernière et qui était co-encadrée par Jérôme Sueur et Pierre Coupry qui n'est pas là aujourd'hui, et dont Laurent était aussi présent. Enfin, c'était un de mes jurys. Donc, je vais commencer par me situer vis-à-vis de mon sujet de recherche et de création. Donc c'est une pratique qui est assez commune en sciences humaines, un petit peu moins en sciences naturelles. Donc je suis une personne blanche de classe moyenne, assignée femme à la naissance, féministe radicale, antispéciste et queer. Donc j'ai grandi au sein de zones rurales, avec un accès qui est privilégié aux espaces naturels et à leur connaissance, et aussi à certaines formes de compréhension de ce qu'on appelle la nature, notamment au travers d'une pratique naturaliste. J'ai une formation universitaire d'écologue en biologie de la conservation. Et j'ai également développé une pratique de prise de son naturaliste et de composition électroacoustique. Donc toutes ces identités et ce vécu, ils vont vraiment marquer profondément mon rapport au son et aux environnements, mais également ma façon de faire de la recherche et de la musique. Alors pour commencer, on en a déjà un petit peu parlé, mais je vais retracer quelques notions. Donc le concept de paysage sonore, il est utilisé pour désigner l'ensemble des sons qui émanent d'un lieu à un moment donné. Donc un paysage sonore, c'est à la fois un environnement qui est physique, mais aussi une manière de percevoir cet environnement. Donc en tant qu'individu humain-humaine, le paysage sonore, c'est l'expérience d'une situation sonore qui va être définie par de nombreux critères spatiaux, temporels, physiologiques, culturels et sociétaux. Donc c'est une expérience qui est subjective et indissociable du contexte socio-culturel dans lequel l'auditeur et l'auditrice se trouvent. Donc on peut voir que dans sa définition historique, qui est issue des travaux du compositeur canadien Murray Schafer dans les années 70, le paysage sonore, il est à la fois utilisé pour désigner des environnements qui sont réels, mais également des constructions abstraites, telles que des compositions musicales, qui sont issues de cette expérience d'une situation sonore. Donc on a d'un côté les paysages sonores naturels, et de l'autre des paysages sonores qu'on va dire composés. Donc, ces paysages sonores naturels, ils sont étudiés dans le cadre de l'écoacoustique, donc la science qui étudie la biodiversité avec le son. On en a pas mal parlé ce matin et cet après-midi aussi. Donc, au sein de cette discipline, le paysage sonore, il est décomposé en trois parties, enfin trois catégories, donc la biophonie, la géophonie et puis aussi la technophonie, donc les sons d'origine humaine générés par des machines et puis la technologie. Donc, cet ensemble de sources sonores, il va varier dans l'espace et dans le temps à différentes échelles écologiques. Et dans le cadre de l'écoacoustique, cet ensemble de sources sonores, ce paysage sonore, il va être enregistré et utilisé pour obtenir des informations écologiques. Et quand on parle de paysage sonore composé, donc on va faire référence à des compositions musicales qui utilisent des éléments indicatifs de l'environnement sonore pour la mise en forme d'œuvres musicales en ayant recours à des techniques de manipulation acoustique et d'agencement sonore. Donc ces paysages sonores composés, ils sont issus de stratégies de composition variées, où les enregistrements sonores réalisés dans les environnements, ils vont être plus ou moins transformés, montés, mixés. Donc à savoir que ces pièces, elles sont pour la plupart du temps destinées à améliorer la compréhension et la perception des environnements pour les auditeurs et les auditrices. Donc sous le terme d'électroacoustique, je désigne ici une catégorie musicale, dont les paysages sonores composés en sont un genre musical, mais également une discipline universitaire, donc qui va étudier, entre autres, la composition des paysages sonores sous l'angle de la musicologie. Donc ces paysages sonores, ils sont actuellement gravement menacés par les activités humaines industrielles qui provoquent l'extinction des espèces non humaines, la perte des habitats, des changements climatiques, des bruits anthropiques, entre autres, ce qui va entraîner une altération profonde des paysages sonores. Et comme on a pu le voir, les scientifiques et les artistes vont alerter sur les menaces qui pèsent sur les paysages sonores et aussi développer activement des études destinées à mieux comprendre leur fonctionnement, ainsi que sensibiliser à leur écoute. Donc cette crise écologique et sociale, qui touche les paysages sonores, mais également les environnements dans leur ensemble, semble être, d'après l'historienne de l'art Estelle Zongmengual et Baptiste Morisot, qui est chercheur en philosophie, accompagnée d'une crise de la sensibilité. Donc, autrement dit, c'est un appauvrissement de ce qu'on peut ressentir, percevoir, comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant. Donc, en effet, du fait de construction esthétique occidentale post-industrielle, telle que le modèle paysager, dont on a un petit peu parlé,
on va avoir tendance à placer les humains et les humaines en dehors de la nature. Et en considérant la nature comme étant un ensemble de plans, on va se placer en dehors de celle-ci. Et cette perception, elle pourrait, entre autres, nous empêcher de créer des relations avec les environnements naturels. Donc, dans le contexte actuel, dépasser ce dualisme qui nous sépare des autres êtres vivants et vivantes et créer des relations avec les environnements naturels, ça semble être un enjeu qui est majeur. Donc on peut se demander comment construire de nouveaux liens avec les vivants et les vivantes et les environnements. Donc il y a une proposition qui peut être faite, c'est celle de créer des formes d'attention basées sur les significations qui viennent des environnements eux-mêmes. Donc on va supposer ici que le paysage sonore il peut apporter de nouvelles formes de lisibilité des environnements. Donc en écoutant les paysages sonores, c'est à la voix des environnements naturels et des non-humains, non-humaines qu'on va porter attention, à leur expression en tant qu'individus et aux relations qu'elles tissent entre elles et puis aussi avec nous. Donc dans la perspective de construire des relations avec les environnements, on va porter notre attention sur les paysages sonores et ça semble être une piste d'où peuvent émerger des significations qui sont propres aux environnements. Donc notamment par sa position entre science et art, les connaissances qui sont issues des paysages sonores, ça pourrait permettre de créer des nouvelles formes de lisibilité des environnements qui soient à la fois esthétiques et scientifiques. Donc voilà, comme on a pu le voir précédemment, il y a deux disciplines qui étudient le son et les paysages sonores, donc l'écoacoustique et l'électroacoustique. Donc les écoutes et les connaissances que ces deux disciplines elles développent autour des paysages sonores, elles sont, il me semble, assez complémentaires. Donc centrées sur la biodiversité d'un côté et sur la façon dont celle-ci elle va être perçue de l'autre. Et il se trouve que sans le savoir, ces deux disciplines, elles ont développé des outils pour visualiser le son et les paysages sonores en particulier. Donc en écoacoustique, la visualisation elle peut être utile pour réaliser des analyses écologiques, analyser en un regard des grosses bases de données. Donc on peut voir ici à gauche de l'écran, donc principalement en vert là, un exemple où il y a des enregistrements sonores automatiques qui ont été réalisés en Australie et où on a une visualisation de ces paysages sonores qui permet de voir l'évolution de la présence des animaux sur toute une année. Donc en vert, on a les oiseaux, en jaune, les orthoptères, en orange, les cigales, etc. Donc en électroacoustique, ces visualisations, elles vont servir à autre chose. Elles vont plutôt être utilisées pour comprendre des éléments comme les gestes de composition, la structure des œuvres. Donc on peut voir à droite de l'écran un extrait d'une transcription de Sud de Jean-Claude Risset qui va nous permettre de visualiser l'agencement des différents éléments sonores qui sont utilisés par le compositeur. Donc ces visualisations, elles permettent de rendre plus facile le son à être appréhendé et d'avoir accès à des connaissances sur les paysages sonores naturels et composés. Donc on s'est posé la question suivante. Comment améliorer la visualisation des paysages sonores et sensibiliser à leur écoute? Donc, au cours de ce travail, on a proposé de lier pour la première fois écoacoustique et électroacoustique dans un cadre transdisciplinaire. Donc, de développer dans un premier temps de nouvelles façons de visualiser et d'analyser les paysages sonores. Donc, aujourd'hui, je vous présenterai seulement deux nouveaux outils qui ont été développés au cours de cette thèse. Le Soundscape Core Diagram, qui permet de visualiser la similarité au sein des paysages sonores électroacoustiques et écoacoustiques, et la Frequency Bound Waveform, qui est utilisée parmi d'autres outils pour l'étude d'un corpus de compositrices de paysages sonores. Et dans un second temps, j'ai développé un projet de recherche-création destiné, par l'écoute des paysages sonores et le développement de connaissances scientifiques et artistiques, à créer de nouvelles relations entre les humains humaines et les environnements naturels. Donc, j'ai pu travailler sur une méthodologie de recherche-création et un processus qui mène de la prise de son de terrain à la composition de paysages sonores, puis la mise en place d'une installation sonore et visuelle, interstice sonore, donc qui est destinée à sensibiliser à l'écoute des paysages sonores. Donc, j'ai également pu, dans un dernier temps, évaluer l'effet de cette installation sonore sur le public. Alors, pour commencer sur la visualisation, donc, la représentation visuelle du son, c'est à la fois un outil d'étude et de sensibilisation. Donc, elle est utilisée à la fois en électroacoustique et en écoacoustique afin d'explorer de grandes bases de données, d'analyser des fichiers audio, de faciliter l'interprétation des données musicales et écologiques et partager des informations dans le domaine scientifique ou pédagogique.
Donc, j'ai pu combiner écoacoustique et électroacoustique au travers de visualisations pour améliorer notre perception des paysages sonores. Donc, à notre connaissance, les échanges qui ont jusque-là été réalisés pour la visualisation entre écologie et musique ne consistent pas en de réelles collaborations, mais plutôt en des transferts de technologies d'une discipline sur l'autre. Donc, dans l'objectif de trouver une méthodologie qui est vraiment adaptée à une recherche transdisciplinaire, on a commencé par comparer des méthodologies utilisées en écoacoustique et en électroacoustique afin de déterminer une base commune de travail. Donc, on a facilement pu déterminer un workflow commun qui permet de passer du matériel sonore issu d'enregistrements automatiques d'un côté à des prises de son ou à de la synthèse de l'autre, à des interprétations de ces matériaux sous forme d'observation écologique et de composition musicale, menant ensuite à des analyses audio qui seront par la suite représentées sous la forme de visualisation. Donc, à titre d'exemple, voilà, je vais vous présenter deux outils de visualisation. Donc, la visualisation de la similarité, elle a été développée indépendamment dans les deux disciplines, mais elle a rarement été explorée. Donc, elle permet vraiment de révéler des liens entre les composantes sonores et les informations structurelles et temporelles. Donc, le chord diagramme ou diagramme de cordes, c'est un outil qui permet de visualiser les similarités entre les segments ordonnés sur un cercle. Et il a déjà été utilisé en génétique, en économie, aussi dans l'étude des migrations, et plus récemment sur le clustering de chants d'oiseaux, mais à notre connaissance, jamais à l'échelle des paysages sonores. Donc, on a développé une nouvelle visualisation applicable à des paysages sonores écoacoustiques et électroacoustiques, le Soundscape Chord Diagram. Donc, il a... Ouais. Peut-être en voyant les exemples que j'ai mis en place, tu me diras si c'est pas clair. Parce que ce sera potentiellement pas clair. Je ne sais pas. Mais oui. Alors, ce Soundscape Chord Diagram, il a été testé sur 2 bases de données écoacoustiques et 2 compositions de paysages sonores électroacoustiques. Donc, c'est des éléments qui représentent un large éventail de paysages sonores naturels et puis composés. C'est assez varié. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un résultat obtenu sur le paysage sonore du Rizou, situé dans le Jura français. Donc, c'est une année qui a été analysée sous la forme d'enregistrement d'1 minute tous les quarts d'heure. Et en électroacoustique, les 2 paysages sonores qui ont été sélectionnés, ils diffèrent de par leur méthode de composition et les types de matériaux sonores utilisés. Et je vous présenterai aujourd'hui la pièce Presque rien numéro 1 de Luc Ferrari. Donc, c'est une œuvre anecdotique. C'est une reconstitution la plus réaliste possible d'un lever de soleil au bord de la mer Adriatique. Et elle est composée à partir de différents matériaux. Donc, le montage manuel, il est vraiment destiné à reconstituer un paysage sonore continu. Alors... S'il y a des questions, on pourra aussi en reparler après. Donc, le workflow qui permet la création d'un Soundscape Chord Diagram, il commence par l'acquisition de données audio, que ce soit des enregistrements automatiques ou des pièces musicales. Donc, ces données, elles seront filtrées si c'est nécessaire. Ici, on a filtré les données du Jura, notamment parce qu'il y avait beaucoup de sons de vent et d'avion. Et donc, voilà, c'était vraiment pour diminuer ces sons stationnaires et pour pouvoir travailler sur des sons comme ceux de la biodiversité, parce que c'est ce qui nous intéressait aujourd'hui. Donc, ces fichiers audio, ils sont ensuite segmentés, par exemple par des segments de 1 minute pour Presque rien, ou une sélection de 1 minute par semaine pour les données du Jura. Donc, la moyenne des fréquences spectrales, elle est ensuite calculée sur chaque segment, et une similarité spectrale de chaque segment est ensuite calculée en utilisant un indice écoacoustique, 1-DCF, on en parlait ce matin. Donc, plus la similarité entre les 2 segments elle sera élevée, et plus l'épaisseur du segment qui relie un segment à un autre sera importante. Afin de révéler les structures temporelles des données, on va réaliser aussi un clustering des segments depuis la moyenne des fréquences spectrales avec une HCA, donc une analyse hiérarchique. Et les clusters obtenus seront regroupés sous la même couleur lors de la visualisation. Donc, on peut bien voir ici que la visualisation, c'est une succession de choix qui vont influencer ce qui sera représenté à la toute fin. Et à savoir que ce workflow, il a été vraiment pensé pour rester adaptable à tout type de paysage sonore. Donc voilà, là on a un exemple. Donc ce premier Soundscape Chord Diagram, il représente une année complète à 6 h du matin dans la forêt du Rizou. Donc on peut voir qu'il existe une forte similarité globale entre tous les fichiers audio. Il y a beaucoup de liens en fait entre chaque fichier audio, à l'exception d'une période qui va du 10 avril au 17 juillet 2019, qu'on peut voir en orange, qui se démarque vraiment du reste de l'année. Et en fait, il se trouve que cette période, c'est
Voilà, il y a juste des liens entre les mêmes segments. Donc elle est vraiment unique, on va dire. Chaque segment se ressemble les uns les autres. Donc cette période, elle correspond au chorus de chants d'oiseaux. Et le Soundscape Chord Diagram, il permet d'identifier le début et la fin de cet événement biologique en un seul regard. Donc, ce second Soundscape Chord Diagram, il représente les liens de similarité spectrale au sein de la pièce Presque rien numéro 1 de Jean-Luc Ferrari. Donc, il nous permet d'identifier 3 parties, qu'on peut voir là ici avec les 3 couleurs, qui correspondent aux sections originales conçues par Luc Ferrari. Donc, l'écoute de la pièce, elle donne vraiment le sentiment de changements qui sont progressifs et lents. Mais le diagramme d'accord, là, il révèle des changements qui sont en fait très clairs, qu'on ne va pas entendre à l'oreille. Il y a vraiment des changements très clairs et vraiment intentionnels dans le matériel sonore. Donc ça a vraiment été réalisé par le compositeur pour soutenir la structure en 3 parties. Voilà, donc ça va un peu vite, mais la deuxième approche de visualisation que je vous présente aujourd'hui, elle est un peu plus simple. Elle est basée sur l'hypothèse de niche acoustique dont on parlait. Donc cette théorie, elle est proposée par le compositeur et bioacousticien Bernie Krause, et elle suppose que chaque espèce occupe une niche acoustique spécifique dans l'environnement sonore, qui conduit à une minimisation des interférences entre les espèces. Donc cette hypothèse, elle suppose qu'il y a un partitionnement fréquentiel de l'espace acoustique, où les différents champs des espèces présents dans l'environnement vont se superposer les uns aux autres, quoi. Donc l'outil de visualisation qu'on a développé, c'est la Frequency Band Waveform. Donc c'est une nouvelle visualisation qui est basée sur une théorie d'écologie et qui serait applicable à des paysages sonores à la fois composés et naturels. Donc dans l'étude qu'on a pu réaliser, on introduit une approche transdisciplinaire où des outils développés dans les 2 disciplines, parce qu'il n'y a pas que la Frequency Band Waveform qui a été utilisée dans cette étude. Il y en a aussi d'autres, la BSTD dont Jérôme parlait ce matin, qui ont été appliqués sur un corpus de réduit de paysages sonores. Donc j'ai choisi d'orienter ma sélection sur des œuvres de compositrices de paysages sonores. Donc ces œuvres, réalisées par des femmes, elles sont peu étudiées en analyse musicale. Donc la sélection, elle a été réalisée afin d'obtenir un panel varié de paysages sonores, de par leur lien avec l'écoacoustique et l'électroacoustique. Donc aujourd'hui, je présenterai juste les résultats obtenus par la FBW sur l'œuvre de la compositrice Yulia Glukova, qui a été composée en 2019. Donc c'est une artiste sonore russe. Et il y a d'autres outils, comme je vous disais, qui ont été développés et appliqués sur ce corpus. Donc c'est une étude qui n'est pas encore publiée, mais qui sera peut-être bientôt publiée, on espère. Donc sa pièce Circadian Rhythm, elle fait référence au rythme circadien. Donc c'est un terme scientifique principalement utilisé pour décrire des cycles biologiques de 24 heures. Donc ici, la compositrice, elle va retracer un cycle d'une journée entière, réduit en une demi-heure, enregistré en Ukraine, dans la péninsule de Crimée, lors d'un voyage solitaire en été 2018. Donc, comme on peut le voir ici, la FBW, c'est ce que vous pouvez voir avec les différentes couleurs, ça a été appliqué à une section à la fin de Circadian Rhythm, au moment où les sonorités nocturnes elles apparaissent. Donc la FBW, c'est une représentation d'ondes temporelles qui affiche des oscillogrammes en fonction de différentes bandes de fréquences. Donc il y a l'échelle d'amplitude, la couleur et le nombre de ces bandes qui sont paramétrables. Donc la largeur des bandes de fréquences, elle a été choisie ici pour révéler la répartition fréquentielle présente dans cette composition musicale. Donc je ne vais pas rentrer en détail, mais on voit qu'en bas, il y a les fréquences de 0 à 100 Hz qui correspondent au bruit de fond des environnements sonores naturels qu'on peut observer dans beaucoup d'enregistrements de terrain. La deuxième bande de fréquences, ça met en évidence des éléments graves et courts, c'est les appels d'un chien. Ensuite, on a les grillons, etc., etc., etc. Donc on peut voir que la FBW, elle représente clairement la superposition fréquentielle des différents éléments du paysage sonore et leur distribution temporelle. Donc ces éléments, ils correspondent vraiment à des choix précis qui ont été effectués lors de l'enregistrement sur le terrain ou lors du montage. Et la FBW, elle révèle le cadre technique de la démarche de la compositrice. Donc à noter que les tests qui ont été effectués avec la FBW sur les paysages sonores, où les structures fréquentielles étaient plus marquées, ou avec un bruit de fond constant, ça a été beaucoup moins concluant. Donc ça révèle les limites de cet outil. Donc c'est un outil qui est recommandé pour des compositions dont le partitionnement fréquentiel il est très clair. Et pareil pour les paysages sonores naturels, c'est pas forcément utilisable pour tout. Donc voilà, pour conclure sur cette première partie qui est dédiée à la visualisation des paysages sonores,
à l'interface entre musique et écologie. Le travail effectué a permis vraiment de développer des outils et leur application transdisciplinaire. Donc les deux outils qui sont présentés aujourd'hui, ils ont pu être codés sous R, ils sont accessibles dans le package C-Wave, qui est libre d'accès. Donc en termes de perspective, il me semble important de continuer à développer des outils de visualisation spécifiques au paysage sonore, réaliser aussi un travail spécifique sur les œuvres de compositrices et minorités de genre, et aussi de compositeurs et compositrices non occidentales. C'est des œuvres qui sont encore trop peu étudiées et qui présentent une variété de regards et de témoignages sur les paysages sonores et les écoutes de la nature de façon plus générale. Il serait aussi important de mobiliser les visualisations dans un objectif de sensibilisation. Donc c'est ce dernier point que je vais approfondir dans la partie 2 de cette présentation, qui va aller plus vite que ce que j'ai déjà fait, notamment avec la FBW, qui a été mobilisée au sein de ce projet de recherche-création. Alors, dans le contexte de crise écologique, sociale et de sensibilité, je me suis posé la question suivante. Comment créer de nouvelles relations entre les humains humaines, les autres êtres vivants-vivantes et les environnements naturels? Donc, je propose d'y répondre en passant par l'écoute des paysages sonores, la production et la transmission de connaissances scientifiques et artistiques. Donc pour ce faire, la recherche-création, elle peut fournir un cadre méthodologique qui permet de faire collaborer des disciplines scientifiques et des pratiques artistiques. Donc je propose de combiner écoacoustique et électroacoustique au sein d'un projet de recherche-création et de produire des savoirs théoriques et sensibles. Donc ce projet il s'est développé en 4 temps. Donc la mise en place d'une méthode de terrain audio-naturaliste sur un territoire, afin de capter les dimensions artistiques et naturelles d'un espace naturel et produire des matériaux sonores. Ensuite, retranscrire ces différentes réalités de cet espace naturel sous forme de composition de paysages sonores. Créer un espace de transmission de connaissances scientifiques et artistiques en réalisant une installation sonore et environnementale. Et enfin, évaluer l'influence de cette installation sur le public en menant une enquête. Donc cette étude elle a été réalisée sur le parc naturel régional du Haut-Jura. Donc ce terrain d'étude il a été sélectionné pour plusieurs raisons. En premier lieu, parce qu'il y a une variété d'espaces naturels présents sur place, mais également parce que c'est un territoire qui présente de nombreux enjeux de cohabitation entre les humains humaines et les non-humains humaines. Donc en effet, le PNR il est à l'interface entre les logiques occidentales de protection de la faune et de la flore, et aussi des pratiques d'exploitation agricole et touristique. Donc ce PNR il présente également un fort potentiel artistique et écologique sonore. Donc en effet, il y a de nombreuses études scientifiques d'écoacoustique qui sont en cours sur le PNR. Et on peut noter aussi le fort investissement du parc, vraiment pour valoriser son patrimoine sonore. Ce n'est pas le cas dans tous les parcs, et via des nombreux événements et des créations artistiques. Et enfin, j'ai choisi aussi de travailler sur un territoire rural de France hexagonale, et non pas en Outre-mer, afin de travailler sur des environnements qui me sont familiers, et pour parler de relations avec les non-humains humaines, avec lesquelles je cohabite depuis longtemps, entre autres dans la perspective d'une posture non colonialiste. Donc mon étude s'est focalisée sur 3 sites dispersés sur l'ensemble du PNR. Donc ces sites ils représentent des milieux caractéristiques et des paysages emblématiques du PNR. Donc une zone humide, une forêt et une zone entre rivières et milieux souterrains. Donc afin de réaliser ces prises de son, j'ai choisi de centrer les prises de son sur des sons du vivant, afin de transmettre leurs voix, qui sont trop souvent étouffées. C'est un parti pris. Porter l'écoute sur des sujets sonores non charismatiques, invisibles, minuscules, afin de visibiliser les sons qu'on n'entend pas habituellement. Et aussi, au cours de ce projet, je suis passée par plusieurs attitudes vis-à-vis du territoire. Celle d'une posture vraiment écoutante, on va dire un peu passive, qui se voulait la plus neutre possible, à celle d'une posture féministe intersectionnelle, où je me positionne clairement vis-à-vis du territoire d'études. Donc c'est une posture qui me permet de visibiliser et de critiquer ma pratique artistique, mais aussi scientifique. Donc il y a 3 missions de terrain qui ont été réalisées à 3 saisons différentes, avec du matériel de prise de son audio naturaliste. Donc les enregistrements de ces missions de terrain, elles ont ensuite été dérushées, donc classées, renommées, et j'ai pu obtenir presque 50 heures de matériaux sonores potentiellement utilisables. Donc j'ai pu composer 4 paysages sonores à partir des matériaux obtenus sur le terrain.
Donc ces pièces, elles proposent vraiment un cheminement entre écoacoustique et électroacoustique, une trajectoire entre objectivité et subjectivité. Donc en effet, les 2 premières pièces, elles ont été composées à partir d'enregistrements automatiques, alors que les 2 dernières, avec des matériaux sonores issus de la prise de son de terrain, donc avec une démarche qu'on va dire plus artistique. Aussi, le type de composition mobilisée, il va jouer aussi sur cette notion d'objectivité, subjectivité. Donc la première pièce, qui est juste là, elle va être montée avec le logiciel de statistique R, et pour les autres pièces, les sons ils ont été plus ou moins transformés, plus ou moins montés. Donc les visualisations, il y a des visualisations basées sur des analyses scientifiques qui ont été réalisées afin de guider l'écoute et de transmettre des informations sur les dimensions écologiques, musicales et aussi imaginaires. Donc transmettre des idées de base sur les paysages sonores, comme l'hypothèse de niche acoustique avec la FBW. Vous pouvez la voir sur les 2 sets du milieu. Mais aussi pour déconstruire aussi cette hypothèse de niche acoustique, proposer autre chose. On va proposer une vision, on va dire, plus mouvante et plus complexe des paysages sonores. Donc c'est vraiment un panel de propositions. Donc la pièce Écotone aquatique, c'est un écho, c'est la dernière pièce qu'il y a dans les 4 pièces. C'est un écho d'un paysage sonore aquatique. Donc cette pièce, elle est intégralement composée à partir de prises de son réalisées dans le PNR. Donc c'est vraiment mon expérience, ma perception du PNR, du Haut-Jura, que je vais raconter, entre réel et imaginaire. Donc j'y évoque la notion d'écotone. En écologie, c'est une zone de transition entre 2 écosystèmes. Donc l'écotone, il peut également être interprété de façon, on va dire, plus métaphorique. C'est notamment la citation de la chercheuse Catriona Sandiland, qui est reconnue pour son travail sur les écologies queer, qui a inspiré cette composition. Donc elle nous dit que les lieux où les cultures, les natures, les mondes de vie, les expériences et les idées se heurtent et s'entremêlent sont des écotones. Les lieux en marge où la culture dominante est rencontrée et défiée par d'autres formes sont particulièrement fertiles en possibilités de changement. Donc les visualisations qui guident l'écoute de cette pièce, elles viennent apporter ici des informations sur les gestes de composition musicale. Donc cette composition visuelle, elle propose aussi un véritable univers qui est parallèle à celui du son. Donc la visualisation qu'on peut voir ici, elle est en 2 parties. Donc en fond, on a un sonogramme coloré de 3 manières différentes, tac, tac et tac, afin de souligner les 3 parties de la pièce. En haut, on peut voir une BSTD. Donc c'est une visualisation qui est basée sur 3 indices acoustiques et qui a été utilisée en musicologie, notamment pour représenter le timbre. Donc ici, la BSTD, elle va souligner des changements brusques qui contrastent avec le déroulé linéaire du reste de la pièce. Donc cette visualisation, elle est aussi complétée par une FBW pour souligner certains éléments au moment de l'écoute. Là, c'est la 2e partie que je vous montre de la pièce. Donc on peut voir, voilà, c'est la partie centrale. Donc cette pièce, elle sera notamment, donc là je ne rentre pas vraiment dans les détails, mais il n'y a pas d'écoute, parce que cette pièce, elle sera notamment diffusée lors du concert Variations numériques demain soir. Et voilà, la FBW, elle va permettre vraiment de montrer différents éléments sonores qui ont pu être utilisés pour la composition de la pièce. Donc je me suis ensuite posé la question suivante, comment créer un espace d'écoute des paysages sonores et de transmission des connaissances scientifiques et artistiques. Donc j'ai décidé de mettre en place une installation sonore environnementale. Donc c'est une installation qui intègre des questions écologiques et environnementales et qui permet de relier le son et le visuel au sein d'un même dispositif, qui donne une importance aux lieux dans la production de l'œuvre et aussi dans les endroits où elles vont être exposées. C'est un type d'installation, la place du public, où vraiment le public va s'engager dans l'œuvre en tant qu'écoutant et écoutante, et en tant que composante même de l'œuvre. Donc l'installation sonore environnementale que j'ai pu créer, elle s'appelle Interstice sonore, et elle est basée sur les 4 compositions visuelles et sonores présentées précédemment. Donc, à travers différentes expériences d'écoute guidées par des visuels qui sont issus d'analyses scientifiques, l'installation, elle nous invite à porter notre attention sur des zones naturelles en marge et ainsi à reconsidérer notre propre place au sein des environnements et des vivants et des vivantes. Donc, certaines des pièces, elles sont interactives. Donc, ça permet vraiment de faire rentrer le public en interaction avec l'œuvre. Il est possible de modifier le son et les visualisations en manipulant un contrôleur qui est posé sur un pupitre. Donc, il y a 3 types de configurations qui ont déjà pu être mis en place dans des espaces qui sont différents, en autonomie ou sous forme de démonstration, conférence. Donc, cet espace sonore et visuel, il propose un nouveau mode de relation aux paysages sonores et aux environnements.
naturel, où on est vraiment à l'écoute des vivants et vivantes et acteurs, actrices de nos interactions avec le paysage sonore. Donc voilà, je vous invite à découvrir cette installation qui est accessible au moment des pauses dans la salle numéro 13. Donc c'est une diffusion stéréo que je vous propose. Souvent, ça a été au casque. Là, c'est la première fois qu'elle est vraiment diffusée sur haut-parleur. Donc, pour finir sur ce projet de recherche-création, j'ai mené une enquête exploratoire sous forme de questionnaire, d'observation directe, puis aussi d'échange avec le public, afin d'évaluer si l'installation interstice sonore elle a permis de sensibiliser à la notion de paysage sonore et de développer une écoute et des observations naturalistes, musicales des environnements. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais les résultats de cette enquête, ils ont permis de mettre en évidence qu'il y avait bien eu transmission d'émotions et de connaissances, mais que le public qui était venu, en fait, il était déjà assez sensible aux questions d'écoute et habitué à fréquenter les environnements naturels. Et également qu'il y avait très peu de participants issus des classes moyennes et défavorisées qui ont accédé à cette installation. Donc ça pose vraiment la question de l'accessibilité de ce genre de projet et de l'impact qu'on peut avoir en termes de médiation. Donc pour conclure sur cette deuxième partie, on a pu observer que ce projet de recherche-création, il a permis la mise en place d'une méthodologie de recherche-création assez exploratoire et d'un dispositif combinant approche sensible et médiation scientifique. Donc cette approche, elle peut être enrichie par d'autres collaborations transdisciplinaires afin d'explorer d'autres aspects des paysages sonores. Il serait intéressant aussi de déployer ce dispositif sur d'autres lieux et d'autres territoires et surtout de proposer ce type de médiation à un public plus large que ce qui a pu être fait ici. Et enfin, réaliser une étude sociologique complète, parce que là, c'était assez, on va dire, l'enquête que j'ai pu mener, elle n'était pas encore totalement aboutie, afin d'évaluer s'il y a un réel engagement auprès des environnements naturels et sonores réalisés par le public, et déterminer les facteurs socio-économiques qui influencent ce genre d'expérimentation. Alors, pour conclure, ce travail de thèse, il a vraiment permis de mettre en place une réelle collaboration transdisciplinaire entre deux disciplines qui pouvaient sembler éloignées à la base. Donc, sur des plans, on a vraiment pu les faire collaborer sur des plans conceptuels, méthodologiques et aussi techniques. Donc, cette posture transdisciplinaire, elle a permis de questionner les frontières entre écologie et musique et de relier écoacoustique et électroacoustique et surtout d'apporter au paysage sonore de nouveaux concepts, techniques et pratiques associant art et sciences, notamment en contextualisant la notion de paysage sonore, en réalisant un travail commun sur des données écologiques et musicales, en proposant de nouvelles formes de visualisation qui permettent de développer de nouvelles connaissances des paysages sonores et de placer la médiation au centre du travail de recherche. Et aussi de questionner les pratiques de recherche, par exemple l'engagement et la recherche. Donc, les premiers échanges et tentatives de redéfinition transdisciplinaire proposés ici, ils dessinent vraiment les bases de futurs travaux qui demandent qu'à être approfondis. Donc, je propose de relever plusieurs défis transdisciplinaires pour une approche écologique et musicale des paysages sonores. Donc, de développer un cadre transdisciplinaire entre écologie et musique. Donc, par exemple, ça pourrait être en proposant des enseignements universitaires permettant de se former à la fois en écologie et en musique, de poursuivre la création d'outils de visualisation, de développer un positionnement transdisciplinaire collaboratif, de sortir de cette position de chercheur-créatrice que j'ai abordée, pour aller vers vraiment des collaborations entre plusieurs personnes et plusieurs disciplines, et afin aussi de disposer d'outils et de méthodologies qui permettent de traiter le contexte culturel et social dans lequel les paysages sonores sont construits, d'associer des pratiques et méthodes écoféministes et décoloniales à la recherche sur les paysages sonores. Donc, par exemple, travailler sur des corpus de compositrices, minorités de genre, je vous en parlais tout à l'heure. Et à ce sujet, donc, on peut voir qu'au sein des intervenantes et intervenants de ce colloque, donc, qui marque vraiment le début de nouvelles interactions entre écoacoustique et électroacoustique, il n'y a que 3 femmes et minorités de genre pour 13 hommes au niveau des intervenants et intervenantes, donc soit moins de 20%. Alors qu'il y a de nombreuses femmes et minorités de genre qui font de la recherche en écoacoustique et électroacoustique, et aussi de la composition, de la création autour des paysages sonores. Donc, je pense que ça serait aussi important d'interroger
de nous interroger sur la faible présence de personnes racisées aussi au sein de ce colloque. Donc j'espère qu'on va pouvoir développer ensemble cette interdiscipline et la voir de plus en plus s'enrichir avec les travaux de personnes minorisées par le système actuel de recherche. Ça serait chouette. Et aussi, pour aller plus loin, dans l'approche que je propose, voilà, d'élaborer des espaces de médiation collaboratifs pour créer une nouvelle relation avec les environnements naturels, des projets où le public il serait vraiment acteur, actrice du projet de création et de recherche. Donc voilà, j'en profite pour remercier Jérôme et Pierre, donc Pierre qui n'est pas là aujourd'hui, mais de m'avoir soutenu dans ce projet de recherche, et aussi à Laurent pour l'organisation de ce colloque. Et donc voilà, je suis aussi actuellement à la recherche de post-doc, et je serais ravie de mettre en place de nouvelles collaborations pour explorer ces différentes perspectives ou d'autres perspectives aussi. Voilà. Merci. Moi, j'ai juste une petite remarque sur les questions de tes résultats d'enquête après ton installation. Il y a le tube de Bourdieu, L'amour de l'art, où il a fait une enquête à toute l'échelle européenne avec des enquêtes quantitatives et qualitatives sur la fréquentation des espaces culturels. Et en gros, il dit que ceux qui vont au musée, c'est ceux qui ont été éduqués à aller au musée. Et que un fils d'ouvrier, sa seule chance d'aller au musée, c'est d'y être allé à l'école quand il était enfant. Voilà, je t'invite à lire ça, ça te donnera plein d'idées. Et donc, je me souviens que j'avais vu une photo de toi sur un pont sur la Seine où tu allais à la rencontre des gens, non, avec un C'était pas moi, je pense que c'est plutôt Arthur. Ça. C'est Arthur. Et que faut presque aller au devant des gens sur la place des villages et justement pas dans des lieux légitimes. Sortir des institutions. Faut sortir des lieux légitimes si tu veux rencontrer un public sur ces questions. Voilà. Du coup, merci d'abord Adèle. Ça fait plusieurs fois que je la vois, mais c'est toujours très intéressant. Mais j'ai une question qui m'est venue cette fois-ci. Donc je suis d'accord que la question de la visualisation des données en général, c'est une question clé dans beaucoup de disciplines scientifiques. Et là, je réalise que tant dans les analyses d'autres œuvres que dans des compositions, en fait, on visualise des choses qu'on peut entendre. Et donc je me demande si tu as déjà réfléchi à la visualisation des choses qu'on ne peut pas entendre, donc typiquement les chauves-souris dont on parlait ce matin, ou tout simplement qui sont en dehors de notre spectre audible. Comment est-ce qu'on représente ce qu'on n'entend pas? Est-ce que juste juste en octavie jusqu'à ce qu'on entende, ou est-ce que c'est... Voilà. Je ne sais pas si tu as une idée là-dessus. Moi, j'ai encore jamais travaillé là-dessus, mais c'est sûr que c'est des questions, je pense, qui sont centrales et qui sont déjà explorées par pas mal d'artistes et de scientifiques déjà. Et oui, aussi donner à entendre ce qu'on ne peut pas entendre, quoi. Et la visualisation, c'est un pont. Ça permet aussi de toucher sur ce genre de choses. Il y a les questions, aussi les sons subaquatiques. On a déjà eu une super présentation tout à l'heure. Et dans pas mal de mes pièces aussi, j'utilise des hydrophones. Donc, c'est des sons qu'on ne va pas entendre comme ça. Ça donne vraiment accès. Là, le micro, en fait, va donner vraiment accès à à des mondes inconnus, quoi. Ça va nous permettre de les révéler. Et à partir du moment, c'est une hypothèse, hein, on espère, à partir du moment où on voit, où on entend et où on peut comprendre, peut-être qu'il y a un peu plus de possibilités d'avoir envie de prendre soin de toutes ces choses, quoi, et toutes ces personnes. Merci. Du coup, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite remarque et question, si c'est OK. Ma petite remarque, c'est plus pour savoir dans quelle mesure tu es familière du travail de Steven Feld, si ça te parle ou pas. Pas énormément. Okay. Ouais, on parle un peu, mais pas énormément. Ok. Ouais. Donc il y a un petit bouquin, moi ça m'a énormément marqué. Si tu veux, je pourrais te le prêter avec grand plaisir, qui a été réédité, qui a été édité par des gens à Artec, qui s'appelle La recherche comme composition.
Et vraiment, je l'ai trouvé incroyable. Et entre autres, dedans, il parle d'un des travaux de Stephen Feld, parce que dans sa position, donc c'est un anthropologue, et dans sa position d'anthropologue du sonore, il pose qu'on ne peut pas séparer l'étude des cultures, du rapport sonore à leur environnement sonore des cultures, de leur pratique de création. Et entre autres, en lien avec ce qu'on fait, il a fait un travail que moi j'ai trouvé assez chouette sur un crapaud en Afrique. Alors j'ai plus le nom exact avec qui il l'a fait, etc. Sur un album en fait de musique qui a été fait par des gens là-bas. Et à travers en fait la pratique de création où les gens mettaient des enregistrements du crapaud et rejouaient le crapaud, etc. Il essaye d'inférer et d'entrer en discussion avec eux sur du coup leur relation à cette espèce-là, leur relation à ces pratiques, etc. Et en fait, ça m'amène à une question du coup sur ta pratique et la place de la création que ça a pu avoir, parce que du coup, il interprète cet espace de création comme aussi un espace de production de connaissances et comme un espace de prise de conscience sur ces connaissances, etc. Et donc, je voulais savoir, toi, dans quelle mesure tes créations, dans ton parcours, elle jalonne peut-être la prise de conscience de ta posture et elle participe comme ça d'un changement. Comment est-ce qu'elles sont des étapes aussi peut-être dans... tu as parlé entre autres de deux postures, d'écoute et puis de féminisme intersectionnel. Alors je ne sais pas dans quelle mesure elles sont structurées dans le temps, mais comment est-ce que tu te relis à ces espaces de création comme des espaces de prise de conscience critique sur ta posture, sur ton rapport à ces paysages sonores et à cette notion-là et voilà. Ouais. C'est totalement, ça s'est vraiment passé dans ce sens-là, sur ces deux postures. Je les visibilise a posteriori parce que c'était bien évidemment pas aussi clair quand tu es dedans, quoi. Enfin, c'est au moment de la rédaction où tu te rends, il faut poser des mots, quoi. Voilà. Mais oui, moi je suis vraiment, comme je disais, j'ai vraiment une formation naturaliste et d'écologue à la base, et je me suis mis à la composition, à la création artistique après. Donc, je suis arrivée sur le terrain avec quand même avec cette posture de j'écoute, je prends pas de place. Donc je continue je pense à porter, mais j'ai tout le travail de composition et aussi beaucoup d'interactions avec des créateurs, des créatrices et de réflexion et en me mettant moi-même en scène dans l'environnement. Au fur et à mesure, j'ai pris conscience que bien évidemment que même si tu essayes à la pseudo-neutralité scientifique, non, en fait tu es toujours dedans et en fait tu t'interagis forcément avec tes micros, avec ton écoute, t'interagis en permanence avec le paysage sonore. Donc quoi que tu fasses, de toute façon, même si tu te veux le plus neutre possible, faut en prendre conscience de ça. Et moi, ça a été... Après, si on fait des études scientifiques, on n'a pas les mêmes propos, les mêmes... voilà, c'est important. Moi, je pense que c'est quand même important de respecter des protocoles scientifiques. Je ne suis pas en train de remettre ça en question. Mais dans la pratique de création, visibiliser d'où je suis et ce que je fais et essayer d'avoir le plus en conscience de ce que je fais, pour moi, c'était vraiment important. Parce que du coup, ça va avoir une importance sur ce que je vais porter aussi comme discours, ce que je vais donner à écouter et le message que je vais transmettre aux gens. Et permettre, aussi le fait de se situer en début d'introduction, ça permet aussi, je pense, de donner des éléments aux personnes qui vont m'écouter pour mettre en perspective ce que je fais, quoi, pour pouvoir le critiquer. Merci Adèle, c'était vraiment hyper intéressant et moi je me pose la question, tu vois, des outils de médiation, alors peut-être qui appartiennent à un truc installé, je sais pas, vidéo proche, enceinte, table de mix, etc. Enfin, je sais pas où t'en es toi dans ta pratique artistique et moi je me pose vraiment la question d'aujourd'hui de comment aussi faire des œuvres ou je sais pas quelque chose qui soit aussi utile en dehors de la salle d'exposition ou je sais pas quand je repense tu vois à ce qui se fait avec l'enrichissement acoustique, les choraux, le fait de pouvoir rediffuser des sons des récifs coralliens en bonne santé, potentiellement ça peut avoir un impact sur la restauration de ces milieux et qu'il y a des artistes qui commencent à du coup diffuser des sons dans ces milieux-là, alors que ça a été fait dans le domaine des sciences, mais du coup, il commence à avoir comme ça des ponts au niveau des arts. Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui puisse permettre d'ancrer la création sonore, la création artistique, électroacoustique ou whatever, dans un environnement et que c'est un impact, je sais pas, concret, utile pour les non-humains. Enfin,
Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi? Désolée, c'est hyper pas clair comme Je question. sais, il y a plein d'éléments. Un intérêt, tu veux dire, pour les non-humains, Ouais, via la création directe, la diffusion, moi je le vois comme un outil de communication, quoi. Mais pour les humains et les humaines, du coup, ouais, moi, je le destine pas de façon directe aux non-humains et non-humaines. C'est pour apporter une écoute, une sensibilisation, mais pas directement. Puis, de toute façon, l'idée, c'est aussi, là, c'est vrai qu'on déploie cette installation, elle est quand même très légère. Elle se transporte dans une valise. Il y a des installations qui sont beaucoup plus grosses. Moi, je pense qu'on pourra en parler plus tard. Il y a des dispositifs qui sont plus conséquents. Moi, là, l'idée, déjà, c'était d'avoir une installation très légère qui prend pas beaucoup de place. Mais oui, l'idée, c'est pas, par exemple, c'est pas que les gens aillent faire c'est très cool aussi, que les gens forcément aillent faire des prises de son, ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse aller se dire, ok, je peux aller écouter, me poser dans la nature, avoir une attention. Pas forcément moi-même faire de la composition, faire de la prise de son, c'est pas forcément ça l'idée, même si en soi, c'est un outil qui est trop cool. Mais ouais, l'idée, c'est de porter attention aux autres. Et du coup, on a un peu parlé tout à l'heure, mais transmettre des sons aux non-humains, non-humaines, je pense pas. Moi, je le vois pas comme étant une pratique nécessaire. Je suis pas. Il y a plein de questions à creuser autour de ça, mais je trouve que c'est quand même très important cette notion de se dire, en fait, je peux être renverser ce rapport à la nature et se dire, ok, en fait, je peux juste écouter, être attentif, et le son, c'est quand même un outil qui est ouf par rapport à ça, qui permet de créer du lien sans aller toucher, même si on est toujours là quand même, mais qui est quand même peu invasif. Et de renverser cette posture, en fait, vas-y, pour une fois, on va être dans l'écoute, et pas dans l'interaction et dans à prendre de la place, quoi. Et moi, c'est ce que je défends. Après, je pense qu'il y a d'autres travaux qui sont aussi hyper intéressants et qui sont pas forcément en accord avec ça, mais ça se discute. Mais ouais, vas-y, pour une fois, on va se faire petit, quoi. On prend déjà tellement de place, on écrase tout. Ça serait chouette, voilà. J'ai une petite question, Adèle. Je suis en train de me demander, là, comme ça, en discutant, pour faire pénétrer l'art, le faire sortir des musées, et aussi par rapport aux installations qui prennent un peu de place, qui sont pas forcément faciles à installer partout. Est-ce que tu connais des trucs alors, j'y connais rien, donc ça se trouve ça existe et que c'est déjà conceptualisé, mais le street art sonore, ça existe ça, et du hacking sonore, tu vois, un truc, tu es dans le métro et tu tiens la barre du métro et hop, tu as du son qui arrive, tu vois, par conduction osseuse, ou j'en sais rien, tu vois, jusque dans tes oreilles, tu te retrouves à écouter de l'orang-outan. Je sais pas, toi, des trucs comme ça, donc je sais même pas si ça existe. C'est vraiment, en écoutant tout le monde, là, je me suis dit, tiens, du hacking sonore et du street art sonore, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des concepts est-ce que ça a déjà été testé? Et ouais. Non, mais justement, l'idée, c'est pas... Moi, je suis pas spécialiste dans pour ce qui est création sonore en l'espace urbain, même s'il faudrait que je m'y penche, parce que c'est aussi... la place de la nature, elle est hyper importante là-dedans aussi. Mais oui, il y a plein de créations, il y a plein de dispositifs et de projets qui sont mis en place. Je sais pas, Arthur, toi, peut-être t'en connais des trucs plus précis, ou Mélia, je sais pas. Parce que vous êtes quand même plus... Merci pour la présentation. Peut-être j'aurais énormément de choses à dire, des questions, etc. Mais pour répondre un peu à ces interrogations, alors moi il se trouve que je suis ni éco-acousticien ni électro-acousticien. Je suis artiste sonore et je participe à beaucoup de projets de médiation autour du son et de la radio.
Et donc je fais pratiquer avec des enregistreurs, notamment des enfants, etc. Donc je suis dans ces enjeux-là de médiation, avant de parler de paysage sonore, de culture sonore déjà. Et je me demandais du coup par rapport à ton installation, si dans le questionnaire que tu fais, enfin tu as ressenti aussi, parce que comme tu as un écran aussi, et la visualisation, moi ce que je cherche en premier avec un public enfant ou adulte, c'est justement l'attention à l'écoute, et donc c'est de se détacher du visuel et de s'attacher à l'écoute attentive. Et donc d'essayer, alors même si je pratique aussi des installations audiovisuelles, et donc voilà, pour faire une médiation entre la culture sonore minoritaire et la culture, enfin minoritaire inconsciente en fait, parce que tout le monde a la culture sonore, mais ils n'en ont pas forcément conscience, et la culture visuelle qui est voilà, plus pratiquée. Et donc là, je me demande si dans ton dispositif, c'est pas aussi un frein justement à l'attention à l'écoute, ou à une certaine sensibilité à l'écoute. Et peut-être aussi sur ces questions que tu te poses sur comment attirer d'autres publics. Ça, c'est une question que tous les opérateurs culturels, les artistes se posent. Donc, je pense que tu n'as pas fini de te la poser. Et c'est bien de se la poser. Alors, il y a une sociologie des pratiques culturelles depuis Bourdieu et plein d'autres depuis qui nous renseignent là-dessus, mais on tombe toujours sur les mêmes choses. En tout cas, il y a peut-être aussi une attention juste au vocabulaire, en fait, employé. C'est-à-dire, par exemple, l'électroacoustique, dans le monde social, ça parle à personne. Enfin, si ça leur parle, ils se disent, tiens, ce sont des musiciens savants. Et si tu parles en plus d'écoacoustique, c'est-à-dire que c'est des musiciens savants qui travaillent avec des savants. Et donc, ils vont certainement s'adresser à des sachants et des savants. Donc ça déjà, c'est un frein. Voilà. Donc parfois, se confronter... Tu as cette attention, puisque tu te situes aussi pas que dans le monde scientifique, mais dans le monde social, c'est voilà, ce terme galvaudé de vulgarisation, mais il est obligatoire, c'est d'avoir, voilà, de savoir où est-ce qu'on place ce curseur-là sans trop se compromettre. Il ne s'agit pas de se compromettre, mais en allant sur le terrain des autres, et du public supposé pour pouvoir le séduire, ou en tout cas l'interpeller et aller chercher le public qui n'est pas là, quoi. Voilà. Oui, complètement d'accord. Il y a énormément de choses à réfléchir autour de ça. Bon, après, là, c'est une communication scientifique, donc forcément, j'utilise des termes un peu plus complexes. Mais oui, je suis complètement d'accord. Hein. Et dans l'installation, c'est d'autres mots qui sont mis en place, et justement aussi essayer... Bon, j'en ai pas parlé, mais il y a les 4 pièces, mais il y a aussi des petites introductions avant chaque pièce qui essayent de donner aussi des moyens avec des mots simples, de comprendre ce que c'est un sonogramme, ce que c'est une BSTD. C'est aussi donner des outils, quoi, pour essayer de comprendre, de s'en saisir, que tout le monde puisse se saisir des outils scientifiques. Bon, après, elle est scalée, cette installation, c'est un projet à un instant T. Même quand tu parlais de visualisation. Non, mais elle est très bien comme ça. Ça oui, peut être oui. un truc complémentaire. Hein. C'était pas pour te dire que voilà, ça c'est très bien aussi. C'est juste des interrogations que je. Mais je pense qu'on se pose tous ces questions-là. Et enfin, voilà. Et c'est comme sur cette question de la visualisation, ça a été posé dès le début. Hein. On s'est posé la question du coup, est-ce qu'on utilise le visuel ou pas? Et voilà. Après, c'est un projet. Il y en aura plein d'autres, j'espère. Il y a plein de gens qui font plein de trucs aussi totalement différents. Il y a plein de gens qui travaillent juste avec le sonore et c'est totalement complémentaire. Voilà, moi, le propos que j'avais, c'était essayer d'utiliser le visuel à la fois pour faire des analyses scientifiques et pour pouvoir porter ce discours au grand public et se servir du visuel aussi comme étant une passerelle, quoi. Pas comme une fin en soi, évidemment, mais comme un outil qui permet de guider un peu l'écoute, d'apporter des informations. Parce que mine de rien, on a une culture visuelle. Et en fait, c'est aussi donner des outils, quoi. Voilà. Mais effectivement, pas rester coincé là-dedans, quoi. Donc, ouais.